L'émission qui suit vous est présentée par le regroupement des gens d'affaires de la région de la Capitale-Nationale. Bonjour, ici Joanne Lefebvre du RGA et je vous souhaite la bienvenue à notre rendez-vous hebdomadaire des gens d'affaires. Aujourd'hui, je vais m'entretenir avec deux autres finalistes au prix d'excellence du RGA. J'en profite pour vous inviter à venir célébrer avec nous la réussite des gens d'affaires lors du gala du RGA le 12 avril prochain afin de connaître les lauréats. Les plus grandes histoires à succès, que ce soit dans le secteur public ou privé, sont aussi les histoires de gens qui ont vu loin et qui ont eu l'audace de mettre en œuvre des idées nouvelles. La région de la Capitale-Nationale, et notamment la communauté francophone, est riche en récits de personnes et d'organismes qui ont bravé les obstacles les plus divers et qui ont apporté des bénéfices appréciables à la communauté. Le regroupement des gens d'affaires vous propose une série d'émissions qui mettent en relief les histoires de ces gens d'affaires de la région, celles et ceux qui éclairent la voie par l'originalité de leur démarche et qui sont à la pointe des tendances d'aujourd'hui. La Fondation Santé Gatineau a pour but de recueillir des fonds pour soutenir financièrement le C3S de Gatineau dans l'atteinte de ses objectifs, soit le mieux-être et la santé des membres de la communauté. C'est la plus importante organisation philanthropique de l'Outaouais. Marc Villeneuve est arrivé à la Fondation en 2009 et il en est le directeur général. Monsieur Villeneuve, bienvenue à l'émission. Tout le plaisir est pour moi. Merci beaucoup, Joanne. Alors, de plus en plus, les grands organismes publics font appel à la philanthropie. Quelle est la contribution de la Fondation? Alors, il est clair que pour la Fondation, on n'a qu'un seul bénéficiaire et qu'on n'a qu'une seule mission. Et notre mission, c'est justement de répondre à tous les besoins et de l'amener à se pourvoir, se doter de meilleurs équipements, de meilleurs programmes et de meilleurs incitatifs aussi pour du recrutement et de la rétention de personnel en santé. Vous savez que c'est une denrée rare, presque autant que les ressources financières. Alors, comment vous y prenez, vous, pour recueillir des sommes? Alors, quelles sont vos activités de prélèvement de fonds? La Fondation est une créature intéressante parce qu'elle a cette particularité, elle a deux axes. Elle a un axe philanthropique. Dans l'axe philanthropique, on retrouve, comme à peu près toutes les fondations, des activités publiques, et aussi un volet de ce que nous on appelle un volet don majeur. Et dans le deuxième axe, et c'est là qu'on se distingue, il y a un volet commercial. On est une grosse équipe. À la Fondation, on est 60 employés, on peut même aller jusqu'à 70 employés. 6 de nos employés sont affectés au volet philanthropique, donc aux activités publiques et à la philanthropie et au don majeur. Et le reste de nos employés travaillent dans nos commerces. La Fondation opère des commerces. Alors, nous sommes souvent sollicités par des organismes qui ont besoin de notre soutien et qui représentent tous de très bonnes causes. Alors, pourquoi les donateurs choisissent-ils la Fondation Santé Gatineau? La première raison, puis elle va vous sembler un petit peu simpliste, c'est parce qu'on leur demande. La première raison pour laquelle les gens donnent à une organisation philanthropique, c'est parce qu'on leur a demandé. Alors nous, on a des stratégies en place qui font en sorte qu'on a des cibles à chaque année dans nos différents secteurs, dans nos différents créneaux, au niveau des activités publiques de 1, mais au niveau des dons majeurs de 2. Et on a des cibles très, très précises et nos employés travaillent activement à travers différentes stratégies, différents plans d'action là-dessus. Un autre volet qui est très important pour nous, c'est qu'on a un avantage marginal sur la compétition. Et on reviendra à la compétition peut-être un peu tantôt. La Fondation, à cause de son volet commercial, est en mesure de faire en sorte que 100% des dons que l'on reçoit, si vous me faites un don aujourd'hui à la fin de notre entrevue de 20 $, le 20 $ s'en va en totalité à la cause pour laquelle ou au projet pour lequel vous aurez choisi de donner. Il n'y a pas de ponction administrative qui est prise sur vous réagissez et je vous comprends. Comment est-ce possible? Un DG, ça a quand même un salaire important. On a vu ça récemment dans les médias. Alors, comment est-ce que le salaire du DG et de tous les employés et d'une fondation comme la nôtre peut ne pas affecter
le bottom line. Alors, le fait que nous soyons une entreprise d'économie sociale, nos revenus commerciaux génèrent des profits. Les profits servent à payer la totalité de mes salaires, de temps administratif, qu'opérationnel au niveau de mes commerces pour la gestion de mes inventaires, mes stocks et tout ça. Donc, il n'y a pas de ponction qui est prise dans votre don de 20 $ que vous allez me faire, et je l'apprécie d'ailleurs d'avance à la fin de cette entrevue, pour que l'on puisse faire un retour complet de votre contribution à notre organisation. Ça nous distingue, et beaucoup, du reste des fondations autour, et c'est évidemment une stratégie qu'on met en place et qu'on fait fortement la promotion. Très intéressant. Alors, est-ce qu'on parle de concurrence avec les autres organismes qui se tournent eux aussi vers la philanthropie? Ben, vous savez, c'est une question très intéressante, et on peut la regarder de deux façons. Moi, je considère qu'il n'y a pas de concurrence, qu'il n'y a que de la complémentarité. Mais il est bien clair que l'assiette de donateurs représente de façon générale le même bassin dans lequel toutes les organisations caritatives et philanthropiques voudront piger. Alors, on peut parler de compétition, mais moi, je parle de complémentarité parce que s'il y a une œuvre philanthropique présente dans notre communauté, c'est parce qu'il y a un besoin. Et il y a autant d'œuvres caritatives qu'il y a de besoins. Et en ce sens-là, une n'est pas meilleure que l'autre. C'est à chacune des organisations caritatives, de mettre en place les bonnes stratégies, de mettre en place les bons bénévoles qui vont mettre en place les bonnes relations, les bonnes conversations avec les bons donateurs au bon moment. Alors, tout ça mis ensemble fait en sorte que compétition, j'y crois pas. Complémentarité, je suis plus de cette école. Il existe des tendances et des approches à la mode dans le secteur de la philanthropie. Qu'est-ce qui a la cote à l'heure actuelle et dans quelle direction allons-nous? Ben, il est intéressant de constater, je dirais dans les dernières années, peut-être les dernières 5 années, une mise en lumière des contributions par don d'action. Beaucoup de nos donateurs nous approchent avec l'intention de faire une contribution par le moyen d'actions en bourse. C'est extrêmement intéressant, tant pour nous à la Fondation que pour le donateur, parce qu'au niveau fiscal, le gain pour le donateur qui nous fait une contribution sous forme d'action est beaucoup plus intéressant que s'il faisait autre chose avec ses actions, notamment les encaisser, et là, il y a certainement quelqu'un de Revenu Canada qui regarde autour puis qui n'attend que un détenteur d'actions ne vende ses actions pour sonner à sa porte ou cogner à sa porte. Alors, une contribution sous forme d'action est de plus en plus populaire au sein de nos grands donateurs, et évidemment, on l'affectionne beaucoup chez nous. Alors, depuis votre arrivée en 2009, la Fondation a vu ses recettes augmenter de plus de 30%. Alors, vos objectifs ont-ils des limites, Marc? Je pense que oui. Il faut être raisonnable. Il est clair qu'on va toujours viser à s'améliorer, qu'il y aura toujours place à la croissance, mais une croissance infinie, une croissance sans limite, comme vous le dites dans votre question. Il faut être réaliste. Bien sûr, on est dans un bassin d'un peu plus d'1 million d'individus dans la région de la capitale-nationale. Il y a beaucoup d'organismes caritatifs qui sont en quête des mêmes sous provenant des mêmes donateurs. Il faut rester réaliste sur notre capacité à croître. Il faut aussi être réaliste quant à notre capacité interne, au niveau de nos ressources internes, à être sur le terrain en mode sollicitation. Les organismes comme la Fondation Santé Gatineau deviennent des éléments essentiels du fonctionnement de nos institutions publiques. Nous saluons tous vos efforts et vous remercions de mettre à contribution vos activités et vos talents. Monsieur Villeneuve, bon succès dans votre entreprise et merci d'être passé nous voir aujourd'hui. Le plaisir pour moi. Merci beaucoup. L'Université Saint-Paul est une des institutions phares de la région de la capitale-nationale. Institution bilingue à vocation chrétienne, l'Université Saint-Paul a une identité bien à elle, notamment pour l'excellence sur le plan académique. En tant que rectrice de l'Université Saint-Paul depuis 2009,
Madame Beauvais a une vision bien claire sur l'avenir de l'université. Sa mission consiste à mettre en œuvre cette vision. Madame Beauvais, merci de venir nous parler de ce grand projet. Tout le plaisir est pour moi. Dites-nous, c'est quoi l'Université Saint-Paul en 2014? Bien, l'Université Saint-Paul, c'est d'abord une institution d'enseignement universitaire. En 2014, l'université, c'est aussi une université qui s'est positionnée en faveur, on pourrait dire, du changement social. Et puis, c'est une université qui est aussi en croissance au niveau des inscriptions. Puis, on veut aussi de plus en plus être une ressource pour la communauté locale. La réputation d'une institution est trop souvent liée à sa notoriété. Alors, comment faire pour se démarquer des autres institutions? La force de l'Université Saint-Paul, c'est vraiment un environnement chaleureux où les gens se connaissent, s'entraident, font communauté. Donc, c'est de mettre en valeur ces deux aspects de notre institution. La semaine dernière, je recevais une lettre d'un papa qui me disait jusqu'à quel point son fils avait changé depuis qu'il était à l'Université Saint-Paul. Il réussissait pas bien dans une autre université. Il est arrivé à l'Université Saint-Paul, on lui a donné une chance, on l'a appuyé avec des services aux étudiants. Et le papa me dit, écoute, je reconnais plus mon fils, il a repris confiance en lui, il réussit. Maintenant, il est mieux orienté, il sait ce qu'il va faire dans la vie. Moi, je suis contente quand je reçois du feedback comme ça. Tellement intéressant. Oui. Il n'est de secret pour personne que les institutions aux longues traditions sont plus aptes à se figer dans le temps. Alors, ça veut dire quoi pour vous, le changement? Les étudiants qui arrivent dans une université fonctionnent de façon tout à fait différente des générations précédentes. Est-ce que notre pédagogie est adaptée? Est-ce que nos contenus de cours sont adaptés? Donc, dans les universités, on a déjà un présupposé positif à l'égard de la tradition. Alors, ça fait en sorte que nos changements sont vécus peut-être de façon plus lente, mais il y a moyen de le faire en mettant au service l'esprit critique, justement, pour bonifier le changement. Alors, en tant que rectrice, vous vous préoccupez bien sûr de la vision et des grands enjeux académiques, mais vous devez aussi gérer une organisation. Alors, comment se porte l'Université Saint-Paul sur le plan opérationnel, recrutement d'étudiants ou les finances? Je suis heureuse de vous dire que nous nous portons très bien. Depuis 5 ans, justement, on a dû retrouver notre chemin avec l'alignement des ressources, par exemple. On a fait beaucoup de restructuration. On a essayé d'investir, d'aménager de l'espace financier pour investir dans le recrutement, le marketing. Donc, tout ça donne des résultats très, très positifs. Donc, on est en croissance au niveau des demandes d'admission, par exemple, par rapport à l'année passée. 30% de croissance au niveau des demandes d'admission. 15% au niveau des inscriptions. Alors, je suis très contente là, que les indicateurs sont tout à fait positif. Oui, bravo. Ça fait du bien. Oui. Alors, il existe des tendances au niveau des programmes académiques et des engouements de la part des jeunes. Votre avenir passe-t-il par la diversification des programmes? Les jeunes aujourd'hui, ce qui les intéresse, c'est justement les problématiques liées à la mondialisation. Les jeunes sont beaucoup intrigués par les changements qui se passent dans notre environnement. Ils veulent faire une différence. Ils sont vraiment des valeurs au niveau de l'environnement, de la justice sociale, de l'équité, le logement abordable. C'est des problématiques auxquelles les jeunes sont très, très attachés. Ils veulent faire une différence. Nous, à Saint-Paul, on est en train de finaliser notre planification stratégique et donc, on a planifié la création de nouveaux programmes au niveau du baccalauréat qui s'adresse spécifiquement aux jeunes, donc ces jeunes qui diplôment du secondaire ou qui sortent des collèges et cégeps. Cela dit, ces bacs-là peuvent aussi convenir aux moins jeunes. Mais c'est clair qu'on a voulu s'intéresser d'un peu plus près aux jeunes, donc dans la tranche d'âge 18-25 ans. Alors, Madame Beauvais, vous êtes à la barre d'une institution qui jouit d'une grande réputation académique. Vous y apportez la vision et l'énergie qui assureront sa pérennité. Merci